Donc, on va aller rapidement. Faire Isaac, FICO, comme si on voulait. Ben, normalement, la compagnie s'appelle Faire Isaac Corporation. Donc, on l'a en abrégé FICO. Très belle entreprise à avoir en portefeuille. OK? Enfin, pas en portefeuille, mais en watchlist. On va aller assez rapidement aussi. C'est une entreprise à peu près. Voilà, je pense que le marché n'a pas trop apprécié les résultats précédents. Mais ça, on s'en fout. Mais parce qu'il faut également se rendre compte que payer 60, disons 100 fois, presque 97 fois les bénéfices pour une entreprise, il faut vraiment qu'on ait une sacrée croissance derrière. Et vous me connaissez, vous savez que acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. C'est ce qu'on recherche généralement. Et donc, FICO, simple, c'est une entreprise, je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices. C'est une très belle entreprise. Mais je dis toujours, tôt ou tard, la croissance finira par ralentir. OK? Et si la croissance ralentit ici, on aura tendance, enfin, surtout si l'entreprise garde les marges actuelles, on aura tendance à voir quelque chose d'assez intéressant du point de vue, enfin, on aura tendance à se négocier aux alentours de 20-25 fois les bénéfices. Et donc, nous, on ne veut pas anticiper les choses, on reste à 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Enfin, on ne veut pas, je préfère me limiter à 25 fois les bénéfices qui correspondent ici à 4% de rendement. Maintenant, si vous voulez payer 100 fois, ça, c'est pour vous. OK? Croissance des revenus. Magnifique. Marge brute de plus en plus en croissance, le premier niveau de pricing power. Et comme on peut le voir ici, on a littéralement une accélération sur les dernières années. On aime ça. OK? Ensuite, on peut voir ici le nombre d'actions qui diminue. Ils rachètent massivement leurs actions. EBITDA également, les marges EBITDA en accélèrent depuis 2018 à peu près. Mais j'aime bien généralement prendre les marges brutes et les marges EBITDA, les mettre sur le même graphique, histoire de voir. Parce que la marge brute ici, on a connu une accélération à partir de 2018. C'est la même chose qu'on peut voir ici avec les marges EBITDA. Donc, les deux correspondent, ils vont à peu près dans le même sens. Ensuite, on va regarder les marges nettes. Marge nette en termes de pourcentage, magnifique. On reconnaît également une accélération à partir de 2018. La question qu'il faut tous se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette période-là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est important. On ne va pas juste se dire ici que les marges ont augmenté. Ça ne sert strictement à rien du tout. Parce que ce qu'on fait ici, c'est le premier niveau d'une analyse fondamentale. L'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile. D'accord? Ça vous permet de poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce que les marges ont augmenté? C'est vraiment la question qui m'intéresse. Le fait de savoir qu'elle a des grosses marges, etc., ce n'est pas ça qui va uniquement me pousser à investir sur cette compagnie. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en considération derrière. On peut souvent vérifier, est-ce qu'on n'a pas plutôt fait une acquisition qui a changé les choses à cette période-là? Non, pas du tout. Enfin, selon cet agrégateur, ça a l'air d'être assez organique. C'est une bonne chose. Et donc, on a à peu près des marges de 30% en date d'aujourd'hui. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? C'est bien d'avoir des bénéfices nets ici, mais est-ce qu'on a des free cash flow? Donc, on les met sur le même graphique, les deux parlent le même langage, free cash flow est même souvent plus élevé. Donc, on s'attend ici à avoir des marges de free cash flow plus élevées que les marges nettes. Et donc, ça donne ici quelque chose, qu'est-ce que je sais? Voilà, on a du 39%, également en pleine croissance. On remarque également 2018-2019, il y a des choses qui changent. Donc, maintenant, excusez-moi. J'ai failli éternuer, excusez-moi. Les aléas du direct. Donc, ce qu'on va faire, dette nette sur EBITDA, inférieur à 5. Ici, on a 2,8. À vous dire la vérité, j'aime également regarder la dette nette du point de vue volume. Et là, comparé au free cash flow qu'on dégage généralement ici, en moyenne. Enfin, pas en moyenne, parce que c'est une entreprise qui a les moyens ici, qui est assez prévisible du point de vue revenus, free cash flow. Ce sont des revenus récurrents. Elle a un pricing power, elle est également indispensable dans son secteur d'activité. Et c'est généralement du B2B, donc je ne m'inquiète pas pour les bénéfices, pour la pérennité ou la stabilité de ces free cash flow. Donc c'est près de 700 millions qu'on peut voir ici, calcul mental. On peut repayer la dette nette ici en moins de, enfin, 3 ans et demi par là. Après, c'est toujours bien d'aller regarder les attentes des analystes. Attention, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est optimiste ou on est pessimiste. C'est tout. Et ici, on peut le voir, les analystes sont de plus en plus optimistes sur les derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette compagnie? On s'attend à près de 1 milliard ici en année 2028 du point de vue free cash flow. Tant mieux si ça se réalise. Alors, et si on prend par rapport à la dette nette d'aujourd'hui, c'est clairement une entreprise qui pourrait... Aujourd'hui, elle peut repayer sa dette nette en 3 ans et demi avec les free cash flow actuels. Demain, elle pourrait repayer sa dette nette ici en moins... Enfin, si le niveau de dette nette reste à peu près identique, elle pourrait repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. D'accord? Alors, j'aime bien également regarder la métrique qu'on appelle le ROIC, même si je ne le mentionne pas généralement ici. Parfois, les gens me posent la question, comment est-ce qu'on peut déterminer si une entreprise est qualitative? Ça peut être un élément déterminant le rendement par rapport aux actifs. OK? Et enfin, on expliquera ici un jour, vous pouvez également... Mais il faut savoir combien est-ce qu'une métrique est calculée avant de l'interpréter. Par exemple, le ROIC, je sais qu'il y a des éléments qu'on peut encore enlever, notamment
les actifs intangibles. Le total intangible ici, c'est à peu près 775 millions. Le total asset ici, asset, on a combien? On a à peu près 1,7 milliard. Donc je sais que dans le asset ici, je devrais enlever à peu près 1 milliard. OK? Et le 1 milliard en question, je vais le comparer au NOPAT, qui est à peu près le Net Operating Profit After Tax, qui est généralement le numérateur le numérateur ici du ROIC. Donc, si on prend 644 divisé par 1 milliard, ajusté, bien sûr, ça donne à peu près aux alentours de 64% par là. Donc, quand le ROIC de 48% qu'on a ici, il y a de grandes chances qu'il continue. Il y a de grandes chances qu'il soit bien plus élevé que ça. Et il est en croissance. En fait, déjà, avoir un ROIC aux alentours de 10, c'est magnifique. Avoir un ROIC supérieur à la moyenne de l'industrie, c'est encore mieux. Et si en supplément de ça, vous permettez d'avoir un ROIC en croissance, mes amis, je pense que vous avez trouvé la perle rare. OK? Donc, sur cette compagnie, c'est un ROIC en croissance. Et vous allez le voir sur la plupart des belles entreprises. Bon, de tête, on va faire comme ça. Tac, 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 j'enlève ça. ROIC en croissance, MCK. Prénom Mackesson. Magnifique, n'est-ce pas? Vous ne la connaissez pas. C'est pas plus grave que ça. Prénom Cencora. Des entreprises dans le même secteur d'activité. Également en croissance. Prénom CAH. Même secteur. Également en croissance. En fait, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? En fait, il y a eu beaucoup d'intangibles qu'on a enlevés parce que ces trois entreprises, MCK, Mackesson, Amerisus, Cencora, sont des entreprises ici qui ont énormément ici déprécié des intangibles. D'accord? Ce qui a fait monter ici, ce qui a fait baisser ici le dénominateur du calcul ROIC. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ces éléments comme ça. Donc, il faut connaître le calcul de l'élément en question. Mais si on prend d'autres entreprises comme, je pense que Danaher, même leur stratégie, c'est surtout... Danaher, ça va. Mais par exemple, Danaher, il faut ajuster ce ROIC. Je sais que ce n'est pas une vidéo sur le ROIC, mais je vais en profiter pour parler DHR. Simple. Danaher, ici, si je prends le ROIC de Danaher, ça représente combien? 6%. Vous allez vous dire, oh, mais c'est pas extraordinaire. Attention, total intangible. Intangible, c'est ça. On a un total intangible ici de 59 milliards, parce que Danaher fait beaucoup d'acquisitions. 59 milliards. Total asset, c'est combien? 77 milliards. Disons 60, il va nous rester à peu près 17 milliards. OK? Maintenant, je calcule le NOPAT. NOPAT, même pas le calculer, je le prends ici. NOPAT sur les derniers mois. Bon, on va le prendre le 4 milliards qui est mentionné ici. Mais il faut toujours également comparer le NOPAT par rapport au free cash flow, histoire de voir si on a à peu près... Le NOPAT sera largement supérieur. Enfin, en fait, il y a même une différence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actifs dépréciés ici. Je pourrais même prendre les free cash flow pour être plus simple, parce que je pense même que ça pourrait être un peu plus stable demain. Pourquoi pas? 17 milliards, je le prends comme ça, 1, 2, en année N plus qu'on sera à peu près à 7 milliards. Donc voilà, le 5 milliards 300 ici, on peut l'avoir à nouveau. Donc je vais prendre le 5 milliards 300, 5,3 divisé par 17 milliards, ça donne à peu près 31%. C'est pour ça que je n'aime pas utiliser les screeners. Je le dis toujours, si vous voulez faire du screening, allez industrie par industrie. Et quand vous utilisez une métrique, il faut connaître, il faut toujours vous dire que il y a certaines entreprises que vous allez rater. Et Danaher est une entreprise extraordinaire. Je n'ai pas dit une entreprise intéressante. Elle est une entreprise extraordinaire. Moi, quand je vois une entreprise qui a des marges de but de plus en plus en croissance, ça vaut déjà la peine de la mettre dans ma watchlist. C'est pour ça que je dis toujours, avant de faire du fondamental qualitatif, il faut déjà faire du fondamental quantitatif et être visuellement bien préparé. C'est comme ça qu'on identifie les entreprises. OK? On va introduire cette métrique un jour. Donc, si quelqu'un s'assoit et dit « Ah non, mais le ROIC est inférieur à 10%, ce n'est pas intéressant. » C'est déjà un bon début, mais qu'il n'oublie pas que 10% dépend de l'industrie. Par exemple, dans le secteur ici de l'énergie, pétrole, gaz, faites très attention à ne pas utiliser le ROIC n'importe comment, parce que si on est en période ici si le cycle est haussier en date d'aujourd'hui, vous aurez un NOPAT trop élevé par rapport à la véritable moyenne.
OK? Après, la moyenne peut être subjective ici, mais il faut toujours normaliser les résultats. Bref, on a fait un petit cours 101 du ROIC. D'accord? Donc maintenant, revenons donc à la base. Combien est-ce que ça vaut cette affaire de FICO? Alors, c'est simple, comme je l'ai dit, 25 fois je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Ça fait 1000, je prends un tout petit peu de croissance parce que la croissance ici est prévisible. Donc, ça donne à peu près aux alentours ici des 1119 $, je pense bien, 119 $. Et donc, si on a 1119 $, c'est très, très intéressant. Enfin, c'est 1119 $, ce sera à peu près le prix à partir duquel cette compagnie pourrait être intéressante pour nous. Après, si vous prenez les free cash flow, il y aura une légère différence ici. Ça vous donnera à peu près 1225. Prenons les free cash flow dans tous les cas de figure. Ça ne me dérange pas. Donc, de toute façon, on ne veut pas avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible. Alors, custom, si j'essaye de... ça. Très souvent, ceux qui vont acheter cette compagnie à 70 fois les bénéfices vont se dire à 100 fois les bénéfices, vont se dire que la croissance de 21% va continuer jusqu'à la fin des temps. Je n'en sais strictement rien parce qu'il faut regarder la taille du marché. Prenons même 25%. Tôt ou tard, cette compagnie finira par se négocier à 25 fois les bénéfices. Là, c'est une certitude. Tôt ou tard. Vous ne pouvez pas, enfin, peut-être de mon vivant, je ne le verrai pas, mais la majeure partie des entreprises dans ce secteur d'activité, elles auront tendance à se négocier à 25 fois les bénéfices quand on aura une maturité ici quand on aura une croissance ici à un chiffre en termes de chiffre d'affaires, d'accord? Parce qu'on peut avoir une croissance ici à un chiffre en termes de chiffre d'affaires, mais à deux chiffres en termes ici de bénéfices. Bref, pour moi, en prenant en considération uniquement les bénéfices nets attendus en 2027, ça donne 1225 $. Moins la dette nette, est-ce que ça vaut même la peine de prendre la dette nette? 1225 $ moins la dette nette, c'est quand même FICO, donc on va prendre moins la dette nette, 1225. On va prendre ça, moins la dette nette, 90 $ par action, 1225, je vous dirais... Ouais, si on est voilà, 1225 moins 90, ça donne à peu près 1135 $ l'action. Donc, à partir de 1135 $ l'action, 1200 par là, ça pourrait commencer à m'intéresser. Mais ça, c'est moi. Et je fais ce que je veux. Si vous voulez payer du 70 fois les bénéfices, c'est votre problème. Peut-être que vous êtes à l'aise avec 1,43% de rendement. La croissance n'est jamais certaine, même si l'entreprise ici est assez prévisible. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc, vu qu'on est là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster dans ma watchlist. La watchlist, vous pouvez la voir ici dans le service Top Premium. Pendant que vous avez cette page-là, abonnez-vous également à la newsletter. Donc, je vais ajuster 1135 $ l'action. Alors, je viens là. Pour faire simple, c'est parfait. On cherche notre entreprise qu'on appelle FICO. Donc, FICO, généralement, ici, on va la retrouver. Bon, là, je pense qu'on va la retrouver au niveau ici des services financiers. Donc, on va prendre FICO. Et voilà, FICO. On fait la recherche de FICO. Ah non, services financiers, on ne la trouve pas. Bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais mettre Expand All. On va enlever voilà, on la classe pas, on va la classer ici par ordre alphabétique. Non, par rapport au ticker symbole. Ça va être plus simple. Et on cherche les F. F. Voilà. Et F, et voilà, j'ai FICO. Ce qui veut dire, au début, c'était, oh, on avait 773 $. Enfin, le dernier target. Et donc, je vais ajuster par rapport à la date d'aujourd'hui. Voilà. Et on avait un prix à combien? 1135 $. À partir de ce niveau-là, ça pourrait commencer à être intéressant. On met 1, 1, 3, 5. Donc, FICO doit encore baisser de 40% pour qu'elle vienne nous chercher à un prix qui pourrait être intéressant à aller regarder. Mais ça, ce n'est que pour moi. Ça ne veut pas dire ici que l'action ne va pas continuer à performer. Le prix de l'action ne va pas continuer à monter. Je n'en sais strictement rien. Mon but est de maximiser mon rendement par rapport à mon coût d'acquisition. Et à partir de ce prix-là, ça pourrait commencer à être intéressant pour moi. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.